Il est physicien, écrivain et fait partie de ces grands vulgarisateurs qui font aimer l'espace et les sciences. Dans ses livres, il cherche à rendre des notions parfois complexes très accessibles. Et dans ses émissions, notamment Big Bang, qu'il anime tous les samedis sur France Inter, il fait se rencontrer des scientifiques et des gens qui ont la soif d'apprendre et de comprendre. Il a aussi côtoyé Stephen Hawking, puisque ce dernier a été son directeur de thèse à Cambridge. Je suis Benjamin Péter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Et pour ce tout nouvel épisode de C'est ton espace, je reçois Christophe Galfard. Et comme à tous mes invités, je lui ai demandé quel était son tout premier souvenir d'espace. J'imagine avoir regardé beaucoup le ciel petit, la nuit notamment, mais le vrai premier souvenir de l'espace que j'ai, c'est un livre d'images des planètes du système solaire que m'avait offert ma grand-mère à l'époque et que je trouvais absolument magnifique, alors que comparé à ce qu'on a aujourd'hui comme image, c'était pourri, mais dans l'imaginaire du petit enfant que j'étais, c'était absolument magnifique. Pas seulement par l'image, mais par ce qui était raconté. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement grisant dans l'idée qu'un petit être comme moi, qui pesait rien, qui était tout petit, qui était un enfant dans un monde d'adultes, avait, à travers ce livre, accès à l'univers tout entier qu'il arrivait à stocker dans sa tête. Donc tout d'un coup, c'était une sorte de... Bon, peut-être que une vue d'adulte dirait que c'est une revanche sur le monde des adultes, qu'un enfant puisse comme ça posséder l'univers en entier. Mais c'est mon premier souvenir, en tout cas de l'espace, c'est ça. C'est cette sensation de puissance, de joie, de beauté. À portée de main, finalement. À portée de main, qu'a procuré la vue des images de ce livre. Ça veut dire que déjà, à cette époque, vous arriviez à, si on peut dire, se représenter l'immensité, ou en tout cas comprendre qu'il y a une immensité de l'univers? L'immensité, en tant qu'enfant, elle était dans la taille des planètes. Il suffisait de voir la taille de Jupiter par rapport à la Terre, puis du Soleil par rapport à la Terre, pour se sentir absolument minuscule. Les autres échelles de grandeur dans l'univers, non, j'en avais pas forcément... Peut-être, je m'en souviens plus en tout cas. Ouais. Mais à mon échelle d'enfant, de voir la différence entre une petite planète comme la Terre et des géantes comme Jupiter et Saturne, déjà, je sais pas, ça rend humble et en même temps, c'est très jouissif. Ouais. Alors après, on grandit et généralement, moi, ma seconde question, c'est quel est l'événement spatial qui vous a marqué? J'ai un peu la réponse dans votre livre. Il y a effectivement, puisqu'a priori, ce serait Shoemaker-Levy 9. Donc on rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une comète Shoemaker-Levy 9 qui s'est disloquée à l'approche de Jupiter avant d'entrer en collision avec elle au milieu des années 90. Absolument, 1994. Pourquoi? Parce que je me souviens avoir vu à la télé, c'est effectivement ce que je raconte dans La vie à portée de main, je me souviens d'avoir vu... Alors, dans ma mémoire, c'est en direct, mais j'ai regardé depuis, c'était en léger différé. Cela étant, ça a été montré au JT à 20h. Ça avait été un événement, moi je me souviens, je l'ai vécu aussi. Ouais, ça avait été un événement marquant, et ce qui m'avait marqué le plus encore, c'est qu'on avait découvert cette comète 3 ou 4 mois plus tôt. Donc on a eu en 3-4 mois, l'idée qu'il puisse y avoir une collision avec quelque chose qui nous arrive de l'espace et passer de quelque chose un peu farfelu que quelques personnes pouvaient imaginer, que quelques personnes liaient à la disparition des dinosaures notamment, et l'immense majorité qui se disait que c'était complètement impossible que ce genre de choses arrive, à un fait avéré. C'est possible, on vient de le voir sur Jupiter. Si ça arrive sur Jupiter, peut-être que c'est moins probable, mais ça peut arriver quand même sur Terre. Et je me suis dit, waouh, finalement, l'interaction qu'on a, nous, avec l'espace, elle est certes toujours là, ne serait-ce que parce que notre énergie, ça vient du Soleil. Sans le Soleil, il n'y a plus rien. Mais ça, on s'en rend peut-être pas tout à fait compte en général, mais sans le Soleil, la Terre n'existe pas, enfin pas celle sur laquelle nous habitons. Mais il y avait d'autres choses qui pouvaient nous arriver de l'espace aussi. Et je trouvais que c'était à la fois extrêmement romantique, et ça donnait une dimension complètement différente à l'étude de l'univers. Ouais. Je faisais pas de recherche encore à l'époque, j'étais adolescent, donc je faisais pas forcément la distinction entre ces observations, cette compréhension-là
et ce que j'ai fait plus tard, qui est la recherche des lois sous-jacentes à l'univers, à l'existence même de l'univers. Mais ça peut être angoissant même à l'époque, se dire, c'est d'ailleurs toute la recherche autour de la défense planétaire aujourd'hui, se dire que oui, en un an, tout peut s'arrêter, quoi. Il y a le côté angoissant, d'ailleurs, il y a je sais pas combien de films qui ont été faits là-dessus depuis, des séries, il y en a partout, mais il y avait cette chose extraordinairement positive qu'on était au courant que c'était possible désormais. Et du coup, on pouvait peut-être tenter de se sauver si jamais ça arrivait dans le futur. Donc à la fois, c'est angoissant, mais d'un autre côté, on pourrait s'en prémunir. Donc on pourrait faire l'autruche et attendre que ça nous tombe dessus et se dire « Ah zut !» ou, comme certains l'ont fait, essayer de se préparer pour pouvoir, par exemple, dévier la trajectoire d'un bolide qui foncerait vers nous. À quel moment vous avez pris la décision, puisque donc on a compris, il y a ce livre sur le système solaire, il y a cet événement particulier de Schumacher-Levineuf. À quel moment on se dit « Mais j'ai envie de faire de la science, de la physique, et aussi un peu de l'espace, mon métier ». La transition, elle a été faite lorsque j'ai commencé à aimer les maths. Pas des maths forcément scolaires, mais à comprendre finalement que ce langage qu'on présente souvent comme un outil de sélection scolaire, en réalité, il est extraordinairement plus vaste, plus beau, plus puissant que tout ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on apprend des petits trucs pour commencer pour être capable de l'utiliser, pour savoir compter, pour savoir. C'est des trucs de base de la vie de tous les jours. Mais après, on commence à se dire, c'est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que ça. Il y a un jour, c'est un peu comme si faut s'accrocher, quoi. Oui ou non, parce que c'est un peu comme si tout d'un coup vous réalisiez que ce petit caillou avec lequel vous jouiez depuis que vous êtes enfant et que vous n'aimiez finalement pas tant que ça, c'est un diamant. Et que soudain, grâce à ce diamant-là, vous avez accès à des choses inimaginables, tellement elles sont grandes et belles et variées. Et ça a rejoint le sentiment que j'avais eu pendant petit face à ce livre, à savoir, mais là j'étais ado plus, donc un peu quand même plus grand, à savoir qu'il était possible d'hériter, d'apprendre en héritage un outil qu'ont fabriqué nos ancêtres petit à petit et qui nous permet de penser l'univers tout entier et de penser la réalité et de voir des choses que personne n'a jamais vues avant nous et qu'on peut aller plus loin encore que ce que nos ancêtres ont vu et qu'on peut continuer sur leurs épaules et que d'autres continueront sur ou les épaules des chercheurs d'aujourd'hui. Et tout d'un coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de splendide là-dedans, à la fois dans la découverte, à la fois dans la joie du chemin parcouru, de la compréhension, etc. Et dans l'apprentissage, c'est une sorte d'explosion de feu d'artifice d'émotions intellectuelles et même physiques, parce que quand on comprend quelque chose, en général, on sourit, ça nous fait du bien. Et ça m'a donné envie de faire partie de cette aventure. Une aventure qui passe par Cambridge, oui. Du coup, avec quel directeur de thèse, Stephen Hawking. Qu'est-ce que vous retenez de cet enseignement, quelque part, de cet esprit peut-être l'un des plus brillants de sa génération sur l'astrophysique, quoi? Il était plus vaste que l'astrophysique. C'est vraiment Après, faire des distinctions tout le temps entre les différentes disciplines, c'est peut-être pas très malin de ma part de faire ça, mais dans l'idée, ce que Stephen aimait faire, c'était chercher les lois sous-jacentes aux choses qu'on voit, à l'égal de certains Newton, d'Einstein et compagnie. Je cite ces deux-là parce que tout le monde les connaît, mais en réalité, il y en a plein, encore aujourd'hui, qui sont vivants, que le grand public connaît pas forcément, mais dont le travail au quotidien, c'est d'aller chercher ces lois qui sont cachées dans la nature. Et aujourd'hui, on va bien plus loin que notre intuition. On est dans des domaines qui sont loin de nos sens, loin de notre planète même, dans le très grand, dans le très petit, de physique quantique, de gravitation, tout ça. Et ce que Stephen m'a apporté, c'est d'avoir face à moi un senior extraordinairement brillant qui ressentait cette joie que j'avais pressentie dans la recherche des lois de la nature. Et je l'ai vu tous les jours pendant des années avec lui. Il était dévoué cœurs et âme à cette recherche-là, avec une énergie et une joie qui était
extraordinaire. La soif de la connaissance. Ouais. Vous, en plus, il y a cette volonté de transmettre. Alors, je dis en plus, finalement, Stephen Hawking aussi a beaucoup eu envie de transmettre de cette manière-là. Mais vous, à quel moment vous êtes dit, j'ai envie aussi de donner ce savoir, de le partager? Alors, on le voit aussi à la radio, à la télé, où on vous voit, et puis dans ces livres que vous écrivez. Pourquoi avoir envie comme ça de vulgariser et de donner au grand public? Quand j'étais en thèse de doctorat avec Stephen, il m'a demandé au bout d'un moment, parce qu'il avait quelques difficultés à s'exprimer, d'écrire ses conférences grand public, de répondre aux médias à sa place, de faire pas mal de choses comme ça pour transmettre aux autres. J'étais pas le seul, hein. D'autres étudiants le faisaient aussi, d'autres de ses étudiants. Mais moi, ça m'a plu. Plus qu'aux autres. D'autant plus que j'ai vu l'impact que ça avait sur le public. C'est pas inné, je veux dire, on peut se dire que c'est compliqué. Ah, c'était pas inné, non, j'ai bossé. Et au final, c'est tellement important de transmettre ce que vous faites vous, ce que d'autres font. C'est tellement important de transmettre avec honnêteté, ce qui est extrêmement difficile parce que face à la malhonnêteté, on est complètement démunis. Hein, on n'a pas les mêmes armes. Mais avec honnêteté, avec patience, avec joie, avec disons l'amour de l'humanité, hein, pour employer des grands mots. Si on le fait pas, c'est totalement normal et légitime que le grand public ne comprenne pas pourquoi eux-mêmes, nous-mêmes, en tant que société, on financerait la vie de chercheurs tels que ceux que j'ai connus un petit peu partout, ou tels que j'ai été à une époque. Et pour moi, la science et la transmission du savoir, c'est un des liants de nos sociétés. Non seulement ça fabrique nos sociétés, mais ça, on le sait, toute la technologie vient de la science, etc., c'est connu. Mais ce qui est moins, je pense, évident, c'est que c'est un des liants fondamentaux de nos sociétés. Parce que le savoir scientifique d'aujourd'hui, on ne l'aurait pas en une génération. C'est juste impossible. Et pour connaître le monde tel qu'on le connaît, pour être capable d'explorer l'univers, le tout petit, le très grand, ce que vous voulez, même le vivant, pour être capable d'explorer tout ça, il a fallu des générations et des générations d'hommes et de femmes qui ont fait des découvertes avant, qui ont dédié leur vie à ça et qui nous ont transmis leurs découvertes à partir desquelles on est parti. Et c'est grâce à ça qu'on a atteint le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, qui est gigantesque par rapport à il y a 2500 ans, qui est ridicule par rapport à dans 2500 ans, mais c'est une transmission qui ne peut se faire qu'entre générations. De couper ça, c'est couper en partie la transmission entre générations aussi. Et dans votre émission que vous animez sur France Inter tous les week-ends, tous les samedis matin, oui. Il y a systématiquement 2 experts et un profane. Absolument. C'est quelque part pour amener justement cette question un peu du grand public et rester un peu quelque part voilà, avec l'émerveillement que peut avoir n'importe qui quand il se pose ces questions-là sur les trous noirs, sur l'univers, sur aussi le fond des océans. Absolument. Ouais. L'idée, c'est que qui qu'on soit, aussi connu soit-on, parce que souvent l'invité mystère, disons, que j'ai, c'est des personnalités publiques qui sont plus ou moins connues, mais parfois même très connues, et qui se mettent dans la peau qui soudain sont le citoyen lambda. Et j'adore l'idée parce que les auditeurs et les auditrices s'identifient à cette personne-là. Alors qu'en général, non, vu que c'est quelqu'un qui est plutôt people, plutôt connu. Mais là, on est dans les baskets de l'homme ou la femme qui n'est pas scientifique, et on est dans l'émerveillement, dans l'interrogation des scientifiques qui sont à côté. Et je trouve que ça fonctionne très bien. J'aime bien, moi. Oui, puis ça évite un peu ce qui pourrait être un entre-soi. Ça décloisonne complètement, absolument. Ça montre que l'intérêt pour les sciences, quelles qu'elles soient, hein, vous l'avez dit, que ce soit de la botanique, du fond des océans, de l'évolution, des trous noirs, du Big Bang, de la médecine, de la biologie cellulaire, ce que vous voulez, ça intéresse tout le monde, en réalité, dès l'instant où on le raconte sous forme d'histoire. Alors, on va parler de ce livre que j'ai sous les yeux, La vie à portée de main, donc chez Albin Michel. C'est un peu le prolongement de l'univers à portée de main. C'est un peu, enfin, vous le dites même, c'est la suite, finalement. On y retrouve un peu votre style. Moi, j'ai trouvé que cette façon que vous avez de nous emmener par la main, je me suis demandé même si vous n'aviez pas fait du jeu de rôle un jour. Ah si, j'en ai fait, bien sûr. Parce qu'il y a un côté maître du jeu, quoi. Il y a du jeu de rôle, si vous voulez. Il y a du livre dont vous êtes le héros. C'est marqué. C'est marqué sur mes papier. notes. C'est marqué, oui, évidemment, livre dont vous êtes le héros. Il y a de l'immersion cinématographique. Ma façon d'explorer
la transmission de ces savoirs-là. Le but, c'est pas qu'on soit capable de résoudre des équations derrière, mais qu'on ait ressenti quelque part ce que ressentent les chercheurs lorsqu'ils explorent le monde. Les chercheurs, ils n'ont pas sous leurs yeux un film de ce qui se passe. Ce film, ils l'ont, mais dans la tête. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et c'est ce que je fais faire aux lecteurs et aux lectrices tout le long du livre, et dans l'univers à portée de main, je faisais pareil, c'est dans ce sens-là, où je disais que c'était la suite parce qu'ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Mais l'idée, c'est qu'au lieu d'expliquer une théorie, j'envoie les lecteurs et les lectrices dans la théorie pour l'explorer, la voir. Donc au lieu d'expliquer, je décris. Et ça, je trouve que ça change tout. Ça donne ça rend ça plus humain peut-être, plus grand public. Ce qui fait qu'on vit la collision de Théia en direct. On a tous les détails. C'est d'ailleurs assez terrible quand on la vit en live comme ça. Il y a des moments dans l'histoire de l'univers qui sont assez violents quand même. Ou la destruction des dinosaures, l'extraction des dinosaures. On vit vraiment le moment où la météorite touche le sol, alors qu'on est en plus à 1500 km de là. 3000 même, je crois. Oui, je crois, oui. Et qu'on est poursuivi par un tyrannosaure. Ah oui, histoire de pas arranger les choses. Du coup, ça parle de la vie et tout ce qui est l'exploration de l'espace, l'exploration du système solaire, pour but finalement de chercher la vie. Quand on y réfléchit, Persévérance, d'ailleurs vous faites un peu la liste à la fin du livre, Persévérance, Europa Clipper, on peut citer JUICE aussi, qui va aller, on l'espère là d'ici quelques années, dans les lunes glacées de Jupiter. Pourquoi est-ce qu'on va chercher la vie comme ça ailleurs, et est-ce qu'on va la trouver? Alors déjà, la question, elle est universelle, de savoir d'où vient la vie, et est-ce que nous sommes seuls dans l'univers. C'est de là que je suis parti pour écrire ce livre. En fait, je me suis dit que bientôt on trouverait des extraterrestres, et que j'aurais bien aimé qu'on sache ce qu'on est nous avant d'en trouver d'autres. Donc c'est un peu l'état des lieux de ce qu'est le vivant, de ce que nous sommes, d'où nous venons aujourd'hui, avant que nous trouvions des extraterrestres dans l'espace. Et ce qui est fou, c'est que dans votre livre, on se rend compte qu'en fait la question elle est beaucoup plus compliquée. Quand on dit c'est quoi la vie, c'est très difficile. Non seulement elle est beaucoup plus compliquée que ça, mais et rigolote du coup, mais aussi dans cette quête d'une réponse, les choses qu'on découvre en chemin sont fabuleuses, qui nous ont permis d'inventer d'une certaine manière la médecine moderne, quelle qu'elle soit, dans toutes les directions, de comprendre de quoi nous sommes faits, de comprendre pourquoi nous sommes capables de manger des aliments, pourquoi est-ce qu'on peut manger des plantes, des champignons, éventuellement d'autres animaux, et pourquoi d'autres animaux mangent d'autres animaux, pourquoi les plantes ont un intérêt particulier pour le soleil, comment l'inanimé est utile à l'animé. Bref, il y a tellement de questions qui se posent et qui ont donné lieu à tellement de prix Nobel fabuleux ces dernières années que on se rend compte que cette quête, comme toutes les réelles quêtes magnifiques, c'est le chemin qui est splendide. Et les découvertes qui sont faites en route. Le but ultime, on l'atteindra peut-être, ce Graal de savoir comment la vie est apparue, mais j'ai presque envie de dire peu importe, parce que c'est tellement beau ce qu'on découvre en chemin que ça fait du bien. Cela étant, je finis juste par là-dessus. J'utilise 2 chemins dans le livre pour essayer d'atteindre le commencement. 3 même. Il y en a un qui est de creuser dans les sols et essayer de trouver le passé. Un autre qui est à l'intérieur de nos propres corps pour voir la mémoire qu'a notre corps, qu'ont nos cellules, disons, des passés révolus. Et le 3e, c'est essayer de construire à partir d'éléments qui ne sont pas vivants de la vie telle qu'elle aurait pu apparaître il y a très longtemps sur Terre. Et c'est un ensemble de ces 3 chemins que je fais faire aux lecteurs et aux lectrices dans le bouquin. Où est-ce qu'on va la trouver alors, à votre avis? S'il fallait faire un pari, on a les lunes glacées des... Ça m'étonnerait pas qu'on trouve des traces sur Mars, pas forcément vivantes encore aujourd'hui. On a un gros espoir là avec ce qui a été aperçu en tout cas par Persévérance cet été. C'est ça le truc, c'est qu'il y a de plus en plus d'indices. Il y a rien de probant et de concluant, mais il y a de plus en plus de choses qui ressemblent un peu, pas forcément biologiquement. J'ai pas envie de dire des choses qui sont pas dites, mais qui ressemblent de plus en plus. D'ailleurs, la réponse oui/non à trouver du vivant, elle a été de mise jusqu'à présent, ce qui fait qu'on est tout le temps déçu. Et je parle à un moment dans le livre d'une nouvelle sorte de classification qui a été faite par un des anciens directeurs de la NASA qui s'appelle Green et qui donne d'autres étapes. Ce qui fait que même si on trouve pas de la vie directement, il y a des étapes intermédiaires qui nous permettent de cocher des avancées. Et ça, même psychologiquement, je trouve que c'est chouette de se dire que c'est pas tout foiré ou tout réussi, qu'il y a des étapes qui sont importantes entre les deux. Donc oui, Mars peut-être. Mais vous concluez quand même que chaque fois on est au niveau
1 pour l'instant. Pour les découvertes qui nous semblent les plus incroyables, je pense K2-18b, etc. Sur les 7 qui sont sur l'échelle de Green, là, de découverte de vie extraterrestre avérée, disons, on n'a jamais dépassé le 1 et c'est systématiquement retourné à 0 après pour l'instant. Mais oui, Encelade, Europa, peut-être d'autres lunes. Allez savoir ce qu'il a pu y avoir sur Titan même. Il y a plein d'endroits en fait où il y a de l'eau liquide. Bon, il paraît qu'on va se poser sur Encelade. En tout cas, c'est ce que l'Europe pour cette direction voudrait faire une mission comme celle-là, puisqu'elle l'a décidé il y a quelques jours. Quel est l'événement spatial que vous rêveriez de vivre ? En tout cas, quelle découverte qui concerne l'espace vous auriez envie de vivre comme ça ? La nature, justement, ça ? Bah oui, j'en ai plein. Hein. Mais vu qu'on parle de ça, la vie ailleurs dans l'espace, franchement, si c'est notre génération qui vit ça, mon Dieu, ça vaut le coup de vivre ce truc-là. Complètement différent, la nature de la matière noire, ça j'adorerais, ou une des natures de matière noire si jamais il y en a plusieurs. J'adorerais qu'on ait confirmation ou non de l'expansion accélérée de notre univers. Ça m'amuserait aussi. Et peut-être Euclide qui peut nous aider là pour ça. Éventuellement. Il y a peut-être et puis j'adorerais qu'on commence à avoir des pistes vérifiables peut-être de gravitation quantique. D'accord. De savoir comment les choses se comportent dans les trous noirs et au Big Bang. Que l'immensément grand et l'immensément petit se répondent en fait. Oui. Ouais. Ou pas se répondre, mais d'avoir une sorte de cadre qui permettent de faire des prédictions dans lesquelles et le très grand et le très petit sont unis. Oui. J'ai une dernière question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans les sciences, de se lancer dans cette aventure ? Allez-y. Filles et garçons. Quiconque vous dira que c'est pas pour vous parce que vous êtes une fille est un abruti ou une abrutie. Quiconque vous dira qu'il faut pas y aller parce que c'est trop dur. Ça, c'est assez vrai, mais c'est vrai qu'on soit une fille ou un garçon et c'est vrai pour tout le monde, mais je pense que c'est vrai pour tous les domaines qui sont fascinants et passionnants. Si vous voulez faire du foot, on vous dira c'est dur, et c'est vrai, il y a très très peu de gens qui y arrivent pour une quantité énorme qui essayent. Mais si vous avez cette passion, c'est une passion que je comprends, et c'est une passion qui est, je trouve, inégalée par rapport à l'humanité, faut pas hésiter. Merci beaucoup Christophe Galfard d'avoir été notre invité. Merci. Merci encore à Christophe Galfard d'avoir participé à C'est ton espace. Il vient régulièrement nous rendre visite à la Cité de l'Espace pour animer des conférences passionnantes. Son dernier livre chez Albin Michel s'appelle La vie à portée de main et on vous le recommande vivement. C'est passionnant, ça se lit comme un roman, même si la formule est un peu éculée, là c'est vrai. Si l'épisode vous a plu, mettez des étoiles et des commentaires, parlez-en autour de vous. N'oubliez pas d'écouter aussi les précédents épisodes. Et en attendant, on vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode de C'est ton espace. À très bientôt.